Bonjour à tous, le webinaire d'aujourd'hui, le webinaire RH porte sur la période d'essai. Merci de nous avoir rejoints. La période d'essai, gros sujet quand vous avez trouvé le bon candidat et que se pose alors la question justement de cette période d'essai en tout début. Étape presque systématique lors d'une embauche. La période d'essai est une phase préalable à l'embauche définitive du salarié. Mais avant tout ça, et avant surtout la signature du contrat, il est préférable de se poser un certain nombre de questions que nous allons pouvoir balayer aujourd'hui avec les 10 bonnes questions essentielles à se poser. Bonjour France. Bonjour Aurélien et bonjour mesdames et messieurs. Donc je suis toujours Francis Boisset, toujours consultant RH pour ma solution paye et RH, toujours ancien DRH des divers secteurs comme services, commerce, BTP. Et j'ai la responsabilité aujourd'hui de la hotline sociale auprès de MSP RH qui s'associe à l'offre de paye pour les entreprises qui cherchent un soutien, un accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion de leurs ressources humaines. Donc, pour notre quatrième intervention sur 2021, nous allons nous interroger sur la période d'essai, sa mise en place, sa rupture anticipée, puis les différents pièges à éviter. C'est une période délicate et importante pour l'installation du contrat dans la durée. Donc, à quoi sert la période d'essai? Bon, vaste question, mais elle sert principalement pour bien appréhender la période d'essai. Il est nécessaire de revenir aux origines de cette période. En effet, les mesures dérogatoires qu'elle permet sont de très importantes entorses au droit du travail. Aussi, la mise en œuvre de ces entorses sont tout de même entourées de précautions évitant tant que possible l'arbitraire dans ces décisions. Donc, la période d'essai permet de confirmer le sentiment que vous avez eu pendant le recrutement. Il faut dire que le recrutement peut se limiter à 1 ou 2 entretiens, et on le sait parfaitement, largement agrémenté de mensonges, d'omissions ou de réécriture de l'histoire, mais soyons extrêmement clairs, de la part des deux parties. Cette période permet de valider, donc, de confirmer son recrutement, mais de valider aussi les compétences du nouvel embauché, dans la mesure où aucun essai pratique n'a été réalisé auparavant. Cette précision explique pourquoi les périodes de stage ou de CDD entrent dans le décompte de la période d'essai. Avec ce recrutement, vous allez donc modifier soit une équipe, un binôme, enfin l'ensemble d'un bureau ou d'une chaîne. Aussi, il est essentiel de vérifier si la sauce va prendre. Et naturellement, vous pourrez tester si les femmes et les hommes sont compatibles entre eux et s'ils ou vous-même pourrez travailler ensemble. Enfin, et ça me paraît essentiel quand même, c'est que vous testerez si le nouvel embauché sera compatible avec l'ADN de l'entreprise. Pour les postes d'encadrement et de direction, ça me semble plus qu'une priorité. Alors, est-ce que je dois faire figurer ma période d'essai sur le contrat de travail? Eh bien, la période d'essai doit être inscrite dans le contrat de travail. On dit qu'elle ne se présume pas. Cette clause permettra d'établir la durée de celle-ci, mais aussi d'informer le salarié de son droit à rompre à tout moment son contrat. Elle prend toute son importance. Elle prend toute son importance dans le cadre des CDD, puisqu'elle varie en fonction de la durée du CDD. Aussi, dans cette clause, vous ferez mention, si le cas se présente, que la période est diminuée de la période de stage. Si celui-ci, évidemment, a été stoppé il y a moins de 3 mois à partir de la fin du stage et entre la fin du stage et le CDI. Et dans le cas contraire, si ce stage s'est arrêté il y a plus de 3 mois, il est sans effet sur la période. Pour les CDI faisant suite à un CDD,
L'article L 1243-11 du Code du travail indique que le salarié conserve l'ancienneté qu'il a acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. Ça veut dire que la durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. C'est important de prendre en compte, c'est-à-dire on ne fait pas un CDD plus un CDI et derrière, en plus, on rajoute une période d'essai, ce qui fait grosso modo une période d'essai de plus d'1 an. Ça ne marchera pas, ça ne passe pas. Il est possible, mais alors est-ce que je dois prévoir ou je ne dois pas prévoir le renouvellement? Il est possible de renouveler une période d'essai. Mais pour s'ouvrir cette possibilité, celle-ci doit être prévue dès l'origine de la signature du contrat. Pourquoi? Parce que dans le contrat, on prévoit et codifie ce que sera la relation entre l'employeur et le salarié. Et naturellement, comme ce contrat risque de subir une transformation importante, il est nécessaire que les deux parties le sachent et donc il faut le prévoir tout de suite. Donc, dans mon contrat, je prévois que la période particulière qui est la période d'essai a une durée légale ou définie d'un commun accord, mais si elle est définie d'un commun accord, elle est inférieure à la période légale, et qu'éventuellement, si l'une des parties a besoin de temps pour réfléchir, sera renouvelée et pourra être renouvelée. Dans ce même article, je définis la méthode que j'utiliserai pour effectuer ce renouvellement, c'est-à-dire j'informe que si nous sommes contraints de prolonger cette période, nous le ferons sur la base d'un avant contrat de travail et en même temps, j'en profite pour définir les dates maximales de ce renouvellement. Alors, quelles sont les durées de période d'essai? Pour tester mon nouveau salarié, le législateur a défini des périodes pendant lesquelles je pourrais mettre fin au contrat de travail sans avoir à justifier ma décision. Nous devons noter tout de suite que la période d'essai change en fonction du type de contrat et change en fonction de la catégorie à laquelle appartient le salarié, si c'est un contrat en CDI. Ainsi, pour un CDI, si la période, je vous mets à l'écran un tableau qui reprend toutes ces périodes, vous avez donc ici la nature du contrat qui s'affiche et en horizontal, les emplois, le statut de la personne, la catégorie professionnelle de la personne, employé, agent de maîtrise ou cadre. Donc, si le contrat est en CDI, la période maximale de la période d'essai sera de 2 mois pour les employés ouvriers, 3 mois pour les agents de maîtrise ou les professions intermédiaires, selon l'habitude de les appeler, et 4 mois pour les cadres. Alors, on s'aperçoit rapidement qu'il est beaucoup plus difficile de tester un cadre qu'un ouvrier. Là, j'ai 2-3 doutes à ce sujet-là pour certains ouvriers extrêmement spécialisés. Pour le CDD, il n'y a plus de différence entre les catégories, mais la variation de la longueur de la période d'essai est fonction de la durée du contrat. La période d'essai d'un CDD est de 1 jour par semaine de contrat, plafonné à 15 jours. Si le CDD dépasse 6 mois, la période d'essai est forfaitairement d'1 mois. Nous retrouvons le même mécanisme pour l'intérim, mais avec des périodes d'essai extrêmement courtes, puisque pour un intérim d'1 mois, le maximum de la période d'essai est de 2 jours, quelle que soit la catégorie, 3 jours pour les missions de 1 mois à 2 mois, 5 jours pour les missions de plus de 2 mois. Donc là, vous avez intérêt à tester très rapidement votre personne. Alors, pourquoi faut-il faire un avenant pour renouveler la période d'essai? C'est merveilleux mon affichage. Mais quelle procédure adopter pour renouveler une période d'essai d'un salarié? Vous n'êtes pas sûr de vous, ou votre politique est de renouveler systématiquement vos périodes d'essai,
Alors, vous allez devoir modifier le contrat de travail initial qui prévoyait une durée, mais que vous souhaitez rallonger. On est bien d'accord, vous aviez un contrat de travail dans lequel vous avez une période d'essai de 2 mois, peut-être renouvelable, qui peut être renouvelable. Donc là, vous allez modifier ce contrat de travail, puisque vous avez dit que la période d'essai n'est plus de 2 mois, mais elle est de 2 mois plus 2 mois. Donc, systématiquement, dans le droit social, si vous souhaitez modifier une clause du contrat de travail, il faut passer par un accord avec l'autre partie pour effectuer ce changement. Aussi, vous devez présenter aux salariés un avenant au contrat de travail qui précise que vous modifiez l'article concernant les périodes d'essai et vous précisez les nouvelles dates. De ce fait, la période de prévenance s'en verra modifiée parce que ça fait des périodes beaucoup plus longues et il faudra en informer aussi le salarié dans cet avenant. Le deuxième article de cet avenant sera que les autres articles du contrat initial restent en l'état et sans changement. Donc, c'est un avenant en 2 parties, dans 2 articles. Le premier, les nouvelles dates, votre contrat de travail est renouvelé de telle date à telle date. Pardon, pas votre contrat de travail. La période d'essai est renouvelée de telle date à telle date. Et le deuxième article, c'est les autres articles sont sans changement. Donc, cet avenant devra être signé par les 2 parties, évidemment, avant le terme de la première période d'essai. Ça me paraît extrêmement évident. Comment arrêter une période d'essai? Bon, malgré toutes les précautions que vous avez apportées au recrutement de votre nouveau salarié, vous n'êtes pas satisfait de lui ou vous avez décidé de mettre un terme au contrat de travail. Le législateur n'a défini aucune procédure particulière pour rompre la période d'essai. À l'extrême, cela pourrait se passer oralement, sans précaution particulière. Je dis bien à l'extrême. Et évidemment, nous vous déconseillons vivement cette méthode. Le droit du travail étant basé sur la preuve et qu'il vous faudra peut-être à un moment ou à un autre justifier de la date de la fin du contrat, nous vous conseillons de passer alors par la lettre recommandée avec R ou la remise en main propre. Cette lettre sera la preuve de la date de votre décision et de l'information que vous en avez fait aux salariés. C'est extrêmement important. C'est ce qui vous permettra de faire un solde de tout compte. Par contre, cette rupture ne peut pas être brutale, soyons extrêmement clairs. Depuis la réforme de juin 2014, la réforme Rebsamen, le salarié doit être averti par avance que la période d'essai n'aboutira pas et que le contrat sera rompu. Par cette réforme, les périodes ont été rallongées, mais ce rallongement a été minimisé par le fait qu'il y a ce délai de prévenance qui rentre en jeu. Alors, quel est le délai de prévenance? Il est de 24 heures pour une période de 8 jours. C'est-à-dire, si dans les 8 jours, vous avez décidé de rompre la période d'essai, vous devez le prévenir au 7e jour. Ou alors, si c'est au 8e jour, on verra comment on va se débrouiller de ça. Si c'est compris entre 8 jours et 1 mois, la période de prévenance est de 48 heures, c'est-à-dire 2 jours. Là aussi, donc c'est plus 1 mois, mais c'est plus que 28 ou 29 jours. Et si on passe à une période de 1 mois à 3 mois de contrat de travail, la période de prévenance est de 2 semaines. Ce qui fait que la réalité de votre période d'essai est bien de 2 mois et demi et pas 3 mois. Ensuite, si ça passe les 3 mois, il y a 1 mois de période d'essai, de période de prévenance à respecter. Ce qui fait que pour les cadres, si vous décidez 4 mois de période d'essai, il faut savoir que vous aurez une décision à prendre à la fin du 3e mois, puisque le 4e sera sa période de prévenance. Inversement, ou plutôt côté salarié, si c'est lui qui prend l'initiative de la rupture, il vous doit 24 heures si la présence est inférieure à 8 jours et il vous devra
il vous devra 48 heures de prévenance si sa période de présence au sein de l'entreprise est supérieure à 8 jours. Autant la première période est équivalente pour le salarié que pour l'entreprise, autant au-delà de 8 jours, on n'a pas exactement le même délai. C'est beaucoup plus favorable pour le salarié, à savoir si c'est réellement favorable ou pas, ça c'est autre chose. Je pense que j'ai passé un. Donc comment va-t-on ça, on l'a vu. Je suis perdu dans mes fiches, je suis désolé, excusez-moi. Voilà. Donc, faut-il faire un entretien pour la rupture de cette période d'essai? Comme nous l'avons dit, le législateur n'a prévu aucune procédure pour rompre la période d'essai. Aussi, la réponse est juridiquement, il n'y a pas lieu de faire un entretien. Ça, on est d'accord là-dessus. Juridiquement, tout va bien. Après, si la loi ne l'impose pas, il me semble indispensable que le salarié sache, quand même, à un moment ou à un autre, et sache que la période d'essai est finie, et pour le savoir, j'imagine mal qu'il puisse la prendre par courrier un soir en rentrant chez lui. Humainement et managérialement, vous ne pouvez pas vous permettre d'éviter cet entretien, ne serait-ce que pour remettre la lettre de rupture en main propre. De toute façon, quelle que soit la méthode que vous choisirez, vous devrez vous confronter à un moment ou à un autre au salarié, au moins le temps du délai de prévenance. Alors, autant le rencontrer pour l'annoncer directement et lui donner votre décision. Alors, stratégiquement, ou plutôt en ayant une réflexion par rapport au futur, il est préférable d'échanger avec votre salarié afin de lui expliquer tout ou partie des raisons de votre décision. Cela aura pour intérêt de déconflier les conflits potentiels et sûrement d'éviter que le conflit ne se règle devant les tribunaux. De même, quelle sera la réaction d'un tribunal s'il apprend que la rupture s'est faite sans qu'il n'y ait eu aucun entretien, même informel, évidemment, puisqu'on est dans l'entretien informel à ce niveau-là. Et il y a fort à parier que sa réaction sera pour le moins négative. Comme toujours en matière de rupture du contrat de travail, mais alors ça, je dirais ça tout le temps, il est nettement préférable de se séparer dans de bonnes conditions. Personne ne sait si vous ne recroiserez pas la route de votre ex-salarié, comme l'ex-salarié ne sait pas si ne va pas vous recroiser votre route. Vous savez, on est dans des secteurs où on tourne, quel que soit le secteur d'ailleurs, on tourne à peu près tous dans les mêmes boîtes. Et donc, avec le jeu des achats-ventes d'entreprises, il est fort possible que vous retrouviez votre salarié ailleurs, autant que ça se fasse dans de bonnes conditions. Donc, comment notifier une période d'essai? Parce que c'est pas tout, il va falloir quand même écrire, hein, comme on l'a dit. Comme nous l'avons vu, il est fortement conseillé de notifier la période d'essai par écrit. Cela permettra évidemment de dater la prise de décision et de dater les conséquences de celle-ci. Par contre, il est impératif, mais absolument impératif, de ne pas vous justifier. Vous n'avez pas à donner les raisons de cette rupture. L'information que vous allez donner est que la société a décidé de mettre un terme à la période d'essai. Ça s'arrête là. Si vous justifiez votre rupture par des faits fautifs, vous avez mal fait ci, vous avez mal fait ça, vous êtes arrivé en retard, c'est inadmissible, machin, tout ce que l'on peut connaître, ou par manque de compétences, vous m'avez dit que vous saviez faire telle chose, vous ne savez absolument pas le faire, ou encore par des mensonges, des omissions, tout ce que vous voulez sur le CV, à ce moment-là, vous vous trompez de procédure. De ce fait, la rupture devient abusive, dénuée des procédures légales, et c'est vous qui êtes en faute à ce moment-là. Vous auriez dû
dans ce cas, faire une démarche complète de licenciement. Et là, vous perdriez évidemment tout l'intérêt de la période d'essai. Donc, si je romps une période d'essai, je ne me justifie pas dans la rupture de la période d'essai. Je ne me justifie pas, évidemment, par écrit. Ce courrier devra être remis en main propre ou en recommandé avec accusé de réception afin que le départ de la période de prévenance soit justifiable. Dans cette affaire, les dates sont extrêmement importantes, évidemment. Cela veut dire que vous devrez donc faire accuser réception du document. Alors, si c'est une lettre recommandée, c'est simple, c'est le facteur qui va le faire. Par contre, si vous faites une remise en main propre, il y a une cassation très récente là qui vient de sortir, qui a rappelé que la preuve de la remise ne se limite pas à une date et une signature, mais que le document qui a été signé par votre salarié comme quoi il accuse réception doit être avec la date, évidemment, l'objet de la lettre qu'il vient de signer, c'est pour vérifier qu'il l'a quand même lu, et la signature du salarié. Tout ça de façon manuscrite. Soyez extrêmement rigoureux dans cette procédure, quelle que soit d'ailleurs la remise de documents, que ce soit une convocation, une sanction, n'importe quelle remise, n'importe quel document qui a besoin de justifier d'une remise en main propre ou d'une lettre recommandée avec AR. La remise en main propre se fait avec la date, l'objet de la lettre signée et la signature du salarié. Mais alors, tout ça, c'est bien joli, mais que devient la période d'essai si je dépasse la période de prévenance? Donc, vous avez pris une décision tardive, alors, pour X éléments, hein, par manque de vigilance ou parce que des éléments nouveaux modifiant votre première décision sont intervenus ou n'importe. Et la période de prévenance vous amène à dépasser la date de fin de période d'essai du salarié. Dans ce cas, c'est extrêmement simple. Le contrat se poursuit jusqu'à la date initialement prévue. Si vous aviez prévu que la période d'essai se finissait le 30 juillet, ou le 31 si pour plus simple, si vous prévenez le 1er juillet, tout va bien. Si vous prévenez le 10 juillet, la période d'essai se finira bien le 31 juillet, mais évidemment, il y a un mais. Et donc, on ne dépasse surtout pas la date, hein, évidemment. Ne jamais dépasser la date de période d'essai. Si vous voulez arrêter une période d'essai, elle se fait pendant la période d'essai. Alors, que devient toute cette période, tout le différentiel entre le moment où ça s'arrête et le moment où la fin de la période de prévenance s'arrête? Eh bien, alors, vous devez à ce moment-là indemniser le salarié pour la période différentielle. Indemnité qui est au brut, qui supporte évidemment les CP, les charges sociales et tout et tout. Donc, pour un cadre, si on prend l'exemple d'un cadre, la période d'essai peut bien être de 8 mois effectifs, 4 mois plus 4 mois, mais si vous prévenez que le dernier jour de ces 4 mois est 4 mois, le 9e mois correspondant à la prévenance d'essai devra faire l'objet d'un paiement sur le solde de tout compte. Donc, vous pourrez remarquer que les 8 mois, d'ailleurs, juste comme ça pour le fun, vous pourrez remarquer que les 8 mois correspondent à l'ancienneté minimale pour bénéficier d'une indemnité de licenciement. Il n'y a aucun hasard là-dedans, dans le cadre d'un licenciement, évidemment. Alors, pour quasiment finir, quels pièges à éviter? Alors, les pièges à éviter, comme nous venons de le voir, sont ceux-ci. 1, le tout premier, c'est rompre trop rapidement. Il est clair que rompre rapidement une période d'essai,
ça veut dire que cette période qui permet à chacun de prendre ses marques, hein, de se former au poste, aux postionnaires internes, de s'habituer les uns aux autres et toutes les nouvelles relations qu'il y a dans une entreprise. Si vous ne respectez pas un peu de délai, si vous ne laissez pas du temps au temps, le juge peut déclarer totalement, il sera libre de déclarer abusif la rupture parce que vous n'avez pas mis d'efficacité dans cette rupture pour que chacun découvre l'autre et le nouvel environnement créé par l'autre. La deuxième piège à éviter, c'est de rompre sans dialogue. Évidemment, comme nous l'avons dit, l'absence de dialogue amènera de la rancœur et amènera un sentiment d'injustice. Alors, qui dit injustice, dit recherche de justice, qui dit recherche de justice, dit prud'homme, qui analyseront en détail cette période, plutôt courte, hein, c'est vrai, pour déterminer si vous avez agi correctement ou abusivement. La troisième piège, c'est de rompre sans formation. Alors, ça veut dire quoi? Puisqu'il est une autorité publique que la personne qui découvre son nouveau poste, que la personne va découvrir son nouveau poste, son nouvel environnement, ses nouveaux collègues, celui-ci a besoin de recevoir une formation. Alors, pas obligatoirement officielle, mais justifiable tout de même. Rappelez-vous qu'on est dans un système de preuves dans le droit social. Et donc, il va devoir recevoir cette formation qui va lui permettre de s'adapter au mieux et le plus rapidement possible. Sans cette étape, une rupture de période d'essai peut être analysée comme étant abusive. Soyez vigilants. Et ne serait-ce que la formation obligatoire et la formation à la sécurité ou la formation que l'on doit faire à chaque entrée de personnel. L'autre, c'est de rompre immédiatement après un incident. Alors là, on est au top des tops, là, à ce niveau-là. Il se passe un incident avec votre nouveau salarié, évidemment, dans un accès de colère où vous dites, ben, écoute, mon gars, ta période d'essai, elle s'arrête ce soir. Tu prends tes affaires et tu ne reviens pas demain. Ça, là, dans ce cas-là, le juge pourra aisément déterminer que la rupture, elle est liée à une faute. Alors, là aussi, qui dit faute, dit sanction de la faute. Et donc, si on analyse complètement, sûrement un licenciement. Donc, ça ne peut pas être l'utilisation de la fin de la période d'essai qui est la bonne procédure, mais la procédure de sanction, c'est-à-dire l'entretien préalable, l'entretien plus la notification du licenciement, et qui veut dire aussi le préavis et tout et tout. Donc faites extrêmement attention s'il y a un incident quelconque pendant la période d'essai, on ne rompt pas immédiatement après l'incident parce que ce sera trop facile à prouver que c'est totalement lié. Donc, comme on a dit aussi, se justifier, même constat que précédemment, que le point précédent, si vous justifiez votre décision, cela revient à dire que vous donnez une raison quelconque, un manque de compétences, peut-être, une inadaptation au poste, peut-être, ou un autre problème. Cela revient à dire que vous êtes encore trompé de procédure. Ça doit se passer, si le problème a un manque de compétences, ça doit se passer par un licenciement. Alors autant ne jamais écrire les raisons de votre rupture. Enfin, la toute dernière piège à éviter, c'est de dépasser la date, de dépasser les dates, comme pour un CDD, hein, le dépassement des dates revient à entériner le CDI. Et donc, toute rupture ne pourra se faire que sous une rupture future ou voulue, ne pourra se faire que sous l'égide d'une procédure de licenciement. C'est le grand piège, c'est de laisser dépasser les dates. Donc, on a vu, on rompt pas trop rapidement, on rompt dans un dialogue, évidemment, mais ça c'est du pur management.
On n'aura pas, si on n'a pas fait les formations nécessaires pour que ça marche. En gros, est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que cette période d'essai se passe correctement? Et on ne rompt pas après un incident parce que c'est beaucoup trop visible que c'est lié à cet incident. On ne se justifie pas et on ne dépasse pas les dates, y compris avec la date de prévenance. Si on dépasse à cause de la date de prévenance, on ne dépasse pas, mais on paye, on indemnise. Voilà ce qu'on peut dire sur les principes de la période d'essai. Nous vous invitons à être extrêmement vigilants. Cela reste une rupture de contrat. Totalement discrétionnaire, donc évidemment sous haute surveillance de la part des juges. Alors s'il n'y a pas de contrôle à l'instant, il peut sans problème y avoir un contrôle a posteriori, pardon, évidemment. Alors, merci pour votre attention. J'espère que ce rapide tour d'horizon éveillera des interrogations de votre part. Sachez que notre service sera présent pour y répondre. Et nous y serons aussi tout de suite pour répondre si vous avez quelques questions. Et notre service sera là pour vous aider dans vos démarches. Notre prochain webinaire aura lieu donc le 14 septembre à 9h30 comme chaque fois. Et nous aborderons cette fois-ci les clauses particulières mais indispensables du contrat de travail. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances.